Bonjour, bienvenue sur les clés du discernement pour une vidéo transverse, même si ça émane bien sûr hein, de la série actuellement en cours, hein. Mais vous voyez, pour moi tout est lié, tout est lié. J'ai un cerveau à la fois global et séquentiel et une pensée en arborescence. C'est pour ça que c'est si difficile pour moi de pondre des vidéos en mode séquentiel là, et de réussir à faire comprendre à l'auditorat tous les fils qu'il y a, surtout qu'en plus on est piégé par le langage et qu'il faut finalement répéter 10 fois la même chose avec des mots différents pour que ça commence à imprimer. Donc ici, je vais m'attarder sur l'humanité, l'individu, la personne et le symbole, parce que très clairement, il y en a qui confondent grave les 2, hein. Et si on confond les 2, c'est qu'on a vraiment rigoureusement rien compris. Donc je vais réinstaller le décor, hein, pour celles et ceux qui débarqueraient et qui n'auraient pas eu le temps, d'aller dans l'historique de la chaîne là. Donc j'ai un doctorat en sciences dures et un niveau master en psychologie du travail. Plus tout un cursus dans le New Age, et cetera, et tout un cursus, dans l'activité de, production de vidéos pour tenter de faire comprendre, aux rares humains, humaines qui peuvent comprendre le message, hein, de quoi réellement il retourne ici et donner des clés concrètes sur comment reprendre le pouvoir dans sa propre existence. Donc je me suis paluchée, hein, comme tout le monde, en cursus de psychologie et la théorie psychanalytique de Freud. Et heureusement, il y avait des choses beaucoup plus intéressantes comme la clinique de l'activité et son concept de pouvoir d'agir, et dans une moindre mesure, la psychodynamique créée par un psychanalyste. Bon, cela dit, ce qu'il en a fait, c'est pas si mal, mais la clinique de l'activité me paraît beaucoup plus pertinente quand même. Donc ici, je vais revenir hein, sur ce que j'ai dit dans l'épisode 3 de la véritable histoire de l'humanité, concernant le changement de paradigme qui est intervenu manifestement au néolithique. On est passé donc d'une humanité qui a vécu pendant plusieurs de centaines de milliers d'années dans un univers symbolique orienté autour de 2 pôles, que même encore aujourd'hui, on n'a aucun mal, on va dire, à assimiler au masculin concernant les scènes de chasse et du gibier, et au féminin concernant les gravures représentant le sexe de la femme. On n'a pas trouvé pendant plusieurs centaines de milliers d'années de représentation de phallus. Puis, comme on le sait, ça a changé. Et donc sur cette question d'une humanité dont l'univers symbolique a été piraté autour d'un pôle qui va s'avérer destructeur en l'absence de sa contrepartie féminine, allez donc voir le documentaire Le phallus et le néant, qui attaque plutôt pas mal l'égrégore de la psychanalyse et sa mainmise dans tous les merdias et dans la société d'une façon générale sur la sphère psy. Vous aurez des témoignages de femmes qui sont, on peut le dire, des survivantes, hein, puisqu'il s'agit de personnes qui ont été abusées étant enfants et qui ont cru aller se soigner en poussant la porte d'un ou d'une psychanalyste, hein, pour se faire expliquer qu'elles avaient en fait satisfait leur curiosité sexuelle et qu'elles étaient finalement responsables et coupables des abus qu'elles avaient subis. Alors, pour 2 témoignages, il y en a combien qui se sont suicidés grâce à la psychanalyse? Question. Combien y en a-t-il d'autres, hein, qui resteront toute leur vie avec un trauma très grave non soigné et qui sombreront dans diverses addictions, qui est une forme de suicide lent, et resteront piégés par cette mémoire traumatique hein, de telle manière que ces mêmes femmes vont connaître généralement que des relations toxiques avec des prédateurs. Fait que les hommes utilisent hein, pour continuer à faire porter la responsabilité des abus dont ils se rendent auteurs à leurs victimes. D'ailleurs, si elles font l'erreur de devenir mères et qu'elles n'arrivent pas à assumer correctement ce rôle, en raison de leur mémoire traumatique, ou que leur enfant, pour X raisons, commence à avoir des troubles, hein, ce qui est très fréquent puisqu'il y a une entreprise de psychiatrisation et de médicalisation de tous les âges de la vie. Elles seront encore coupables, c'est bien. Enfant, elles étaient coupables. Devenues adultes, de toute façon, elles sont coupables. Tout va bien. Donc, si vous avez, ce genre-là de problème, vous avez été victime d'abus, faites bien attention à quel professionnel vous allez vous adresser, quelle est sa formation, et cetera, hein. Psychanalyse, psychiatre, psychologue, psychothérapeute, tout ça, c'est pas la même chose, hein. Donc, faites bien attention, hein.
Et sachez que les psychiatres, hein, donc les médecins, sont généralement formés exclusivement à la psychanalyse, hein. Cette chaîne YouTube, Dragon Bleu TV, a également fait un documentaire sur la transidentité, hein. Je vous mets les liens en description, bien sûr. Je ne suis pas forcément d'accord avec les conclusions politiquement correctes que tire, hein, la réalisatrice, hein, mais bon, voilà. On se place pas sur le même niveau de discours, mais ce qu'elle a à dire, hein, et la manière dont elle a réalisé ses documentaires sur ces 2 sujets est quand même très édifiante. Donc je vais revenir sur cette question à ma manière, mais je l'ai déjà dit dans de nombreuses autres vidéos, que le frère de Freud était hystérique. Il n'avait pas d'utérus. Je reprécise pour les personnes qui ne sont pas encore au courant, hystérie vient du grec qui désignait l'utérus. Et donc, les super sciences humaines sexistes du 19e siècle attribuaient sur la base des chasses aux sorcières qui avaient déjà eu lieu depuis quelques siècles, des maladies mentales purement féminines, en raison d'un utérus qui se baladerait dans le corps de manière totalement chaotique. Mais bon, voilà, là on a un individu masculin, en l'occurrence le frère de Freud, qui est hystérique. Et l'hystérie, c'est pas du tout ce que vous croyez. L'hystérie, le tableau clinique réel, c'est une personne qui souffre de paresthésie, c'est-à-dire de paralysie partielle ou totale d'une partie de son corps. Et ce, en l'absence de troubles fonctionnels. Ça, c'est le tableau clinique réel. Le reste, concernant la théâtralité, etc., c'est une vision sexiste d'un tableau clinique. Donc, le frère de Freud souffrait d'hystérie, car il avait été abusé sexuellement par le père, qui le forçait à la fellation. Donc, Freud a été à minima témoin de ces abus. Il n'est pas clair de savoir si lui-même il a été abusé, mais enfin bref, Freud est devenu médecin, comme beaucoup d'autres personnes, dans l'espoir de soigner son frère hystérique. Il a présenté une première théorie qui était en rapport avec la réalité, qui s'appelait la théorie de la séduction. Il expliquait que un enfant abusé sexuellement ou une personne abusée sexuellement va développer des troubles psychiques. Et bien entendu, lorsqu'il a présenté cette première théorie à tous ces messieurs académistes du 19e siècle, qui ont une épouse, une maîtresse entretenue et fréquentent les bordels pour socialiser entre hommes, où on leur propose des filles de tous âges, surtout très jeunes, Freud s'est fait huer et renvoyé dans son bac à sable par ces braves messieurs de l'intelligentsia viennoise du 19e siècle. Freud souhaitait la réussite sociale, il a donc revu sa copie et pondu ce qu'il savait être une fraude intellectuelle, la théorie du fantasme et son délire de complexe d'Oedipe, qui font porter, tous les deux, la responsabilité des abus sexuels aux victimes. Dans des lettres personnelles qu'il échangeait avec son grand ami Wilhelm Fleiss, il est parfaitement clair que Freud savait ce qu'il faisait et qu'il espérait plus ou moins que sa théorie serait revue par la postérité pour être plus en accord avec la réalité que ces messieurs du 19e siècle ne voulaient pas entendre. Cette théorie psychanalytique est construite autour du déni de l'inceste et pour cause, hein, comme je viens de vous l'expliquer, et elle est finalement par essence pédophile. Et ça se voit très bien quand on écoute le discours de ces psychanalystes masculins avec une grande complaisance malsaine vis-à-vis de la sexualité infantile. Et très clairement, il vaudrait mieux pas laisser un ou une enfante seule en cabinet avec eux. Je ne vais pas revenir sur le cas de Françoise Dolto et son déni de l'inceste, puisque de toute façon, elle était psychanalyste et comme je viens de le dire, la psychanalyse, c'est le déni de l'inceste. Mais c'est intéressant de savoir que la sœur aînée de Françoise Dolto était elle-même le fruit d'un inceste. Comme le montre l'ouvrage que je vous ai mis là en visuel, c'est une culture l'inceste, comme le viol. Donc la psychanalyse entérine un construit social qui a mis des millénaires à se construire, comme nous l'avons vu dans la mini-série La véritable histoire de l'humanité, et elle le fait sous le sceau d'une science. Et le fait que les personnes abusées soient aussi bien des petits garçons que des petites filles et que les psychanalystes soient aussi bien des femmes que des hommes ne change rigoureusement rien au fait que le cœur de cette théorie consiste en une annihilation du principe féminin et du sexe féminin. C'est ça que la plupart des hommes
ne comprennent pas, hein, dès qu'on commence à parler de ces sujets-là. «Ah! Mais il y a aussi des petits garçons qui sont abusés. Ah! Mais il y a aussi des hommes qui sont violés. Ah! Mais il y a aussi des femmes psychanalystes. Et puis il y avait la reine d'Angleterre, c'était, la reine de la ruche. Et puis dans les réseaux pédosatanistes, il y a aussi des femmes». Ouais, mais vous savez, en fait, dans les réseaux pédosatanistes ou les programmations, par le trauma, tous les enfants sont sodomisés. Et apparemment, j'ai besoin de vous expliquer que pour sodomiser un individu, il faut un objet phallique. Donc, il faut faire la différence entre la personne et le symbole. Et comment les personnes, quel que soit leur sexe, peuvent être gouvernées par un même symbole. Donc je sais que dans les milieux conspi, on adore parler de Kinsey, avec ses expériences sur la sexualité infantile, hein, histoire de conserver sa pratique freudienne, en restant dans le déni que cette théorie est tout aussi problématique que celle de Kinsey, si on se préoccupe véritablement des abus sur les enfants et des abus en général, en particulier sur les femmes. Parce que si aux États-Unis, en effet, c'est Kinsey qui fait autorité en matière de sexologie, en France, c'est bien Freud qui fait autorité en la matière. Donc c'est quand même très surprenant d'avoir ce genre de discours de la part de personnes qui ne résident même pas en France et dont l'analyse, hein, de ce qui se passe actuellement en termes de dérive totalitaire, hein, va se limiter à la rhétorique hegelienne, hein, qui explique que les temps difficiles créent des hommes forts, hein, et les périodes de paix créent des hommes faibles. C'est exactement la rhétorique masculiniste, hein. Ah, c'est sûr, c'est avec ça qu'on va s'en sortir, hein. Merci Ariane. Voilà, maintenant on va encore plus enfoncer le clou concernant cette question de la personne et du symbole. Les manuscrits de la bibliothèque copte de Nag Hammadi nous font le récit d'un viol cosmique, du principe féminin et de la manipulation génétique d'Adam, chez qui un esprit contrefait a été implanté pour le couper de sa contrepartie féminine Ève, qui était son instructrice et finalement ce qui lui permettait de rester en lien avec la source originelle primordiale. Et là, j'en entends penser, mais non, c'était Lilith ou Léon Sophia. Brasse coulée. Encore faut-il pouvoir faire la différence entre le signifiant et le signifié, entre la personne et le symbole. Ce type d'écrit, hermétique, plus ou moins ésotérique, se place dans un registre symbolique, bien entendu. Et le symbole est personnifié par des individus qui s'appellent Adam, Ève, Nouréa, Sophia, Zoé, Abel, Caïn, Seth, etc., etc. Mais au travers de cette personnification, il s'agit de parler de l'histoire d'une humanité piratée par une conscience invasive qui a manipulé les registres symboliques masculins et féminins, et d'expliquer ce qui s'est produit entre ces deux principes, qui ont été artificiellement séparés, alors que le principe créateur est androgyne. Pour bien comprendre tout ça, je vous renvoie à la série que j'ai produite sur les manuscrits de Nag Hammadi. Je vous avoue que je suis quand même assez étonnée que des personnes arrivent sur ma chaîne parce qu'on n'y arrive quand même pas complètement par hasard, hein. C'est que normalement, on a fait des recherches avant, puis on échoue ici et on croit avoir, déjà compris plein de trucs. On a déjà tout un bagage qu'on spie, sur, la manipulation mentale et cetera, mais on n'est toujours pas capable de faire la différence entre le signifiant et les signifiés, la personne et le symbole. Donc en gros, ça veut dire qu'on n'a rien compris au contrôle mental et au rôle que joue justement le langage là-dedans. Lequel langage et lesquelles langues ont été volontairement implantées dans l'humanité par, les archontes, pour qu'on ne puisse plus se comprendre, hein. Parce qu'au départ, on communiquait par télépathie, parce que nous étions parfaits et parfaites, hein. Ça veut dire que notre pensée était parfaite et que donc par télépathie, on pouvait se comprendre parfaitement. Mais maintenant qu'il y a le langage et tout ce bazar-là, il faut faire 140 vidéos sur les clés du discernement pour parler 10 000 fois de la même chose avec d'autres mots pour que les gens finissent par comprendre. Si vous n'êtes pas capable de comprendre que parler des systèmes symboliques masculins, féminins n'est pas directement équivalent à parler de différence des sexes biologiques, même s'il y a un rapport, nous sommes bien d'accord, c'est le même rapport qu'il y a entre le sexe et le genre. Le sexe est la raison de l'oppression et le genre est son moyen. Donc, je parle du système symbolique en tant que moyen pour opprimer des personnes sur la base d'une différence physique, visuelle. Si pour le moment, sous réserve que cela change
très vite les différences sexuelles biologiques sont relativement stables dans le temps au sein de notre espèce, le genre, quant à lui, le symbole, change constamment au cours du temps. Par exemple, il y a 2000 ans, le bleu était la couleur du féminin et le rouge, ou le rose, celle du masculin. Et ce système symbolique, par exemple, de couleurs, est resté en place très, très, très longtemps. Voilà. Et les attributs globalement de la virilité changent au cours du temps. Allez donc regarder les tableaux du XVIIIe siècle, hein, où ces messieurs étaient enturbanés avec des hauts talons et des fanfreluches partout. Il y a une très bonne vidéo d'ailleurs sur ce sujet, encore une fois sur la chaîne C'est une autre histoire. Je vous y renvoie, histoire que vous commenciez à comprendre la différence entre la personne et le symbole. Maintenant, si pour juste attirer l'attention et faire croire à je ne sais qui que vous avez tout compris de l'éternité, de la nature de cette réalité et de ce qu'est véritablement la spiritualité, en saisissant juste deux trois mots qu'on trouve dans les manuscrits de Nag Hammadi, pour finir par en conclure que Léon Sophia a chuté, et le principe féminin a chuté, et c'est de sa faute si on est dans la merde. Et du coup, eh ben, ah bah, c'est la faute des femmes si on est dans la merde. Du coup, c'est bien normal, hein, que ce soit nous les hommes qui ayons le pouvoir. Ça veut juste dire, hein, que déjà, vous n'êtes pas allés les lire, ces manuscrits. C'est un matériel très hétérogène. Il faut quand même, à minima, pouvoir faire la différence entre le signifiant et le signifié pour réussir à y comprendre quelque chose, hein. Et donc, si préalablement vous êtes déjà pas capable de faire la différence entre les 2 registres là, vous avez aucune chance d'y arriver, hein. Si la capture de la création de Léon Sophia est la seule chose que vous avez envie de retenir de ce matériel, je me demande bien ce que vous faites à vous préoccuper de spiritualité, étant donné que ce monde, tel qu'il se donne à voir, devrait être idéal pour vous et parfaitement vous convenir. Donc, à moins que tout comme moi, vous ne soyez allés lire la totalité de ce matériel pour tenter d'en extraire en fin de compte la substantifique moelle symbolique, quitte à combler les trous qu'on trouve dans certains manuscrits, comme celui, par exemple, du tonnerre intellect parfait, je crois qu'il vaudrait mieux que vous vous taisiez, en fait. Ou sinon, faites comme moi, lisez-les tous et produisez votre interprétation. Et ensuite, peut-être, on pourra discuter. Mais d'ici là, il vaudrait mieux que vous restiez tranquillement dans votre bac à sable. Quiconque a envie de confondre sa personne avec l'univers symbolique, donc le système mental humain perverti, contrefait, qui est en train de mener la planète et l'humanité à l'extinction par un continuum féminicidaire, je ne peux rien pour vous que vous soyez il ou elle. Ben, si vous prétendez être un être d'éternité, disposé d'une âme, etc., mais que vous êtes à ce point-là attaché à votre véhicule biologique terrestre, que ce soit votre phallus ou votre vulve, ça veut donc dire que vous pensez que l'âme a un sexe. Mais c'est hyper intéressant parce que précisément, la rhétorique transgenre, c'est ça. C'est de prétendre qu'on serait né dans le mauvais corps. Ce qui veut dire que donc, on existe préalablement à ce corps, et que ce préalablement, qu'on va appeler une âme, a un sexe. C'est ça qu'ils nous disent, hein, les transgenres. Hein, la théologie transgenre nous explique que dans l'entre-deux-vie, il se passe des choses et que des fois, il y a des erreurs. Alors, je vais vous renvoyer à toutes mes anciennes vidéos sur ce qui se passe dans l'entre-deux-vie, hein, quand on vous colle des fausses vies antérieures, du faux karma, etc., etc. Et je vous laisse faire le calcul. Donc, à chacun, chacune de décider si les 75% de jeunes filles qui composent la population trans qui souhaitent changer de sexe sont nées dans le mauvais corps ou dans le mauvais monde. À bientôt pour l'épisode 5 de la mini-série La véritable histoire de l'humanité, qui va porter sur la période historique de Continuum féminicidaire.